Bordier a bien brossé le paysage. Savoir que lutter contre la glycémie, a priori, fait diminuer le risque des complications. Il semble donc que la normalisation glycémique permette de diminuer les complications micro-angiopathiques et probablement macro-angiopathiques à moyen terme. Mais la question est maintenant de savoir faire baisser la glycémie. Oui, mais comment? Avec quels produits? Est-ce qu'il y a des médicaments qui sont plus efficaces que d'autres pour protéger les patients à risque cardiovasculaire? Alors, depuis de nombreuses années, nous avons à disposition d'un certain nombre de médicaments que vous connaissez, la metformine, puis les premières sulfamides, les inhibiteurs des alpha-glucosidases, les nouveaux sulfamides, les glitazones, qui ont maintenant disparu chez vous comme chez nous, les inhibiteurs de la DPP4 et les analogues du GLP1 et les inhibiteurs des SGLT2, que vous avez maintenant depuis un mois. Et nous sommes très jaloux puisque, avec la Corée du Nord, la France est les seuls à ne pas avoir d'inhibiteurs des SGLT2. Mais j'espère que ça ne va pas trop durer. Et puis, il y a des médicaments qui ont maintenant disparu, le Rimonaban, les glitazones et puis le Benfluorex. Alors finalement, nous avons beaucoup d'outils, mais la question est de savoir de comment les évaluer de façon satisfaisante pour les proposer le mieux possible aux patients les plus à risque cardiovasculaire. Alors les facteurs qui influent sur le choix d'un médicament, eh bien, sont les suivants. D'une part, l'efficacité sur la glycémie. Naturellement, il faut qu'un médicament hypoglycémiant normalise la glycémie, sinon ce n'est pas la peine. En balance avec le risque hypoglycémique. Mais également, sont importants à prendre en compte les effets secondaires, la durabilité de l'effet, car tous les médicaments n'agissent pas aussi longtemps que l'on voudrait, la prise de poids, et puis, naturellement, la protection cardiovasculaire, ce qui va nous arrêter quelques minutes. Alors, tout cela est venu d'une méta-analyse qui a été menée par Nissen en 2007, publiée aux États-Unis, sur la rosiglitazone. En faisant une méta-analyse qui était vraiment biaisée et qui a été complètement infirmée par la suite, eh bien, cet auteur américain a montré, ou a cru montrer, qu'il y avait, avec la prise de rosiglitazone, une augmentation du risque d'infarctus du myocarde de 41% et du risque de décès cardiovasculaire de 64%. Inutile de vous dire que ça a fait beaucoup de bruit, notamment aux États-Unis. Et le lendemain de la présentation, il y avait sur CNN des annonces de cabinets d'avocats qui disaient « Si vous avez pris de la rosiglitazone et si vous avez fait un infarctus, passez-nous votre dossier, on va vous faire avoir des royalties. » Alors à la suite de ça, eh bien, les autorités de santé américaines puis européennes ont édité un certain nombre de recommandations aux firmes pharmaceutiques qui voulaient commercialiser de nouvelles classes médicamenteuses de façon à évaluer le risque cardiovasculaire de ces médicaments. Alors si le risque relatif est supérieur à 1,8, eh bien la molécule est rejetée, ça veut dire qu'elle est plus dangereuse, qu'elle est dangereuse par rapport au groupe contrôle. La non-infériorité, c'est un risque relatif inférieur à 1,3 et une supériorité, un risque relatif en dessous de 1. On va voir ce que les différentes études récentes ont montré sur la base de ces recommandations. Alors ces études sont différentes, il faut bien le comprendre, de celles que vous a montrées Madame Bordier. Il y a toujours une inclusion d'une cohorte de patients diabétiques de type 2, habituellement à haut risque cardiovasculaire, car plus le risque est haut et plus on a de chances de le faire diminuer. Si vous prenez des patients qui n'ont aucun risque cardiovasculaire, eh bien les médicaments qui sont étudiés ne montreront aucune amélioration. Et ensuite, on fait une inclusion et on traite les patients en deux bras. Un bras avec la molécule à tester et un autre bras avec les autres molécules, les autres traitements, les autres classes médicamenteuses, plus le placebo de la molécule à tester. Alors, naturellement, il ne faut pas, pour que la différence d'HbA1c influe, qu'il y ait une différence trop grande en termes d'équilibre glycémique dans ces deux bras de patients qui sont explorés. Ce qui fait dire que pour des gens qui lisent un peu rapidement les études, qui montrent qu'il y a peu de différence d'HbA1c entre les deux bras, ils disent finalement ce médicament n'est pas efficace. En réalité, si ce médicament est efficace, c'est parce que dans l'autre bras, on a intensifié le traitement, qu'il y a peu de différence d'HbA1c entre ces deux bras thérapeutiques. Alors il y a de nombreuses études qui ont été menées, beaucoup
sont maintenant publiées, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Nous en attendons d'autres. Et toutes ces études sont basées sur ce principe que je vous ai montré. Nous attendons encore les dernières études publiées, c'est Dickler. C'est Dickler qui a été publié sous la forme de top line il y a quelques semaines. Et puis il y a Rewind qui doit arriver l'an prochain, Carolina, enfin tout ça des noms qui sont maintenant connus. Alors, reprenons chaque classe médicamenteuse pour voir quels sont les avantages et les inconvénients, puisque c'est là-dessus que vous allez baser votre choix pour traiter vos malades. Alors, la metformine, c'est une vieille dame qui est utilisée en Europe depuis les années 50, qui est pratiquement le seul médicament qui agit de façon correcte sur l'insulinorésistance et qui est le médicament recommandé par tous en première intention. Les avantages, eh bien, Mme Bordy en a parlé, c'est qu'elle est efficace, bien entendu, qu'il y a une protection cardiovasculaire qui a été attestée par l'UKPDS, que c'est un traitement facile et puis peu coûteux, donc beaucoup de qualité. Les inconvénients, les signes digestifs que vous connaissez, la carence en vitamine B12 qui a été soulevée, mais je dois dire que je n'ai jamais vu de patient qui avait vraiment une anémie macrocytaire avec ce traitement, et des risques d'acidose lactique qui sont rares, voire exceptionnels, pour peu qu'on prenne un minimum de précautions. Pour ce qui est des inhibiteurs des alpha-glucosidases, eh bien, ce sont des médicaments qui diminuent l'absorption intestinale du glucose et qui limitent donc les excursions glycémiques postprandiales. Il n'y a pas d'hypoglycémie, ce sont des avantages. Et puis, il y avait, semble-t-il, une protection cardiovasculaire dans une étude qui s'appelait Stop NIDDM, avec 2 bras, mais c'était chez des patients qui étaient simplement intolérants au glucose, et entre les 2 bras prenant ou ne prenant pas le glucor, eh bien, il y avait très peu d'événements. Un cas d'infarctus du myocarde dans le bras à carbose et 10 dans l'autre, mais ça faisait tout de même un peu douter de la réalité de ce résultat aussi merveilleux. Et puis, il y a une étude qui a été publiée l'an dernier, qui s'appelle AS, je vais vous montrer les résultats, qui ont montré qu'en fait, il n'y avait aucune protection cardiovasculaire avec cette classe médicamenteuse. L'avantage aussi, c'est que c'est peu coûteux, et les inconvénients, efficacité modeste, diminution de l'HbA1c de 0,5%, et des signes digestifs un peu du même type que ceux de la metformine. Alors voici cette étude AS dont je vous parlais, qui a été menée chez des coronariens intolérants au glucose, acarbose versus placebo, 6000 patients, menés en Chine, avec moins d'apparition de diabète, mais c'est un peu évident, puisque si on donne un médicament qui fait baisser la glycémie, il y aura moins de patients qui vont passer au diabète, puisqu'on fait un traitement précoce. Et vous voyez les résultats du risque relatif d'apparition du MACE en 5 points. Eh bien, aucune différence entre le placebo et la carbose. Et donc, on peut dire que la carbose n'entraîne pas d'amélioration du risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques ou intolérants au glucose. Alors, pour ce qui est des sulfamides et des glinides, Madame Iraki en a bien parlé ce matin, je trouve. Ce sont des médicaments anciens qui sont bien connus de tous, qui sont efficaces et qui sont peu coûteux. Ce sont des avantages indéniables et qui ont comme inconvénient les hypoglycémies qui peuvent être sévères, la faible durabilité, peut-être une prise de poids, et un risque cardiovasculaire qui reste à évaluer parce que jamais aucune firme ne mettra en œuvre une étude comme celle que je vais vous montrer. Alors, on a pour évaluer le risque cardiovasculaire induit ou de protection des sulfamides, simplement des études de registre. Et je vous en montre une qui a été menée en Suède. Les Suédois ont des registres que nous leur envions, puisque tous les diabétiques sont sur registre. Ça permet de faire des études extraordinaires. Vous voyez, on a évalué le risque cardiovasculaire de patients sous metformine plus sulfamide, 40 000 sujets, pas rien quand même, versus metformine plus inhibiteur des DPP4 suivi pendant 3 ans. Et vous voyez que la mortalité toute cause est multipliée par 1,25, les événements cardiovasculaires par 1,17 et les hypoglycémies par 2, ce qui n'est pas surprenant. Mais il y a pas mal d'études qui convergent quand même pour montrer que par rapport aux DPP4 qui sont neutres sur le plan cardiovasculaire, eh bien, il y a une petite augmentation du risque cardiovasculaire chez les patients recevant des sulfamides. Voici les courbes
qui ont été publiées. Vous voyez en haut en vert l'association metformine-sulfamide avec un odds ratio à 1,17, donc une augmentation de 17% du risque cardiovasculaire par rapport à l'association metformine plus inhibiteur des DPP4. Toutefois, une étude a été publiée par les Italiens l'an dernier qui s'appelle Tosca, qui est une étude ouverte qui a comparé la pioglitazone au sulfamide hypoglycémiant, donc la pioglitazone qui dans l'étude proactive est plutôt favorable sur le plan du risque cardiovasculaire, évaluée par le MAS 3 points plus revascularisation coronaire en urgence, menée pendant près de 60 mois. Eh bien, cette étude a montré qu'il n'y avait aucune différence sur le plan cardiovasculaire entre l'utilisation de la pioglitazone et des sulfamides hypoglycémiants en association à la metformine. Ce qui veut dire que les sulfamides peuvent toujours être utilisés, mais il faut absolument sélectionner les patients, comme l'a dit très bien Mme Iraki ce matin, prendre des sujets qui sont à faible risque cardiovasculaire et à faible risque hypoglycémique. Pour ce qui est des inhibiteurs de la DPP4, dont nous disposons maintenant depuis une dizaine d'années, ils ont beaucoup d'avantages. Les avantages, c'est qu'ils sont neutres sur le poids, qu'il n'y a pas d'hypoglycémie, pas d'effets secondaires, et qu'ils ont démontré leur sécurité cardiovasculaire. Je vais vous le démontrer. Les inconvénients, le recul limité, mais il faut dire qu'avec 10 ans maintenant de recul, ça commence à devenir des médicaments bien connus. Une certaine vigilance sur l'insuffisance cardiaque avec la saxagliptine, je vais vous le montrer. Et puis surtout le coût. Et il faut bien dire que s'il n'y avait pas le problème de coût, entre sulfamide et inhibiteurs des DPP4, il n'y aurait pas beaucoup d'hésitation. Tout le monde prendrait plutôt des inhibiteurs de DPP4. Mais il faut tenir compte du coût de ces médicaments. Et il faut dire qu'en France, on utilise encore les sulfamides. Ce sont les généralistes qui les utilisent de façon assez fréquente chez les patients diabétiques de type 2. Mais encore une fois, il faut bien sélectionner la population. Alors voici les études qui ont été menées avec les inhibiteurs de la DPP4. Je passe rapidement car vous en avez déjà entendu parler. L'étude CEVOR avec la saxagliptine, avec une augmentation des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Vous voyez, le risque relatif est parfaitement neutre, ce qui veut dire que ces médicaments n'entraînent pas d'accidents cardiovasculaires, mais ne protègent pas les malades des accidents cardiovasculaires. La seconde, c'est l'hexamine avec l'allogliptine, petite augmentation des insuffisances cardiaques, mais non significative. TECOS, la grande étude menée avec la sitagliptine qui montre une parfaite tolérance de ces médicaments sur le plan cardiovasculaire. Et vous voyez à chaque fois très peu de différence d'HbA1c entre les deux bras, comme je vous le disais. Ça ne veut pas dire que la molécule est moins efficace, mais n'est pas efficace, mais ça veut dire que dans le bras contrôle, on a augmenté la posologie et des sulfamides hypoglycémiants, par exemple. Et puis la dernière, je pense que vous ne connaissez pas, puisqu'elle a été publiée la semaine dernière, qui s'appelle Carmelina, avec la linagliptine, qui est un inhibiteur des PP4, qui a l'intérêt de ne pas dépendre de la fonction rénale, suivi 1 an et demi, pareil, avec une différence d'HbA1c de 0,3% entre les deux bras, évalué par le MAS 3 points, et vous voyez que le RR est très proche de 1. Donc on peut dire que les inhibiteurs des DPP4 sont des médicaments neutres sur le plan cardiovasculaire. En dehors du petit problème des hospitalisations pour insuffisance cardiaque dans l'étude CEVOR, si bien que la FDA a émis un avis en 2016 disant que pour la sécurité de l'utilisation de la saxagliptine et de l'allogliptine, je vous ai dit qu'il y avait une petite tendance, eh bien, il faut faire attention chez les patients qui ont des antécédents cardiaques ou rénaux. Alors, les inhibiteurs des SGLT2 que vous connaissez maintenant, que vous pouvez utiliser, commercialisés chez vous depuis 1 mois environ, ce sont des médicaments très innovants et très intéressants, et vous avez beaucoup de chance de pouvoir en disposer. Les avantages, c'est qu'ils sont actifs en toutes circonstances, puisque ce sont des médicaments qui inhibent la réabsorption du glucose. Donc en fait, le glucose passe dans les urines, et de ce fait, il baisse dans le sang. Et comme il y a une élimination conjointe du sodium, eh bien, il y a une diminution de la pression artérielle. Comme les calories de glucose éliminées dans les urines, eh bien, ça représente 4 calories pour 1 gramme de glycosurie, eh bien, il y a une perte de poids, pas d'hypoglycémie, je vous l'ai dit, et une sécurité cardiovasculaire et même un intérêt que je vais vous objectiver avec certaines de ces molécules.
Les inconvénients, le coût, mais en fait, nous, en métropole, on ne sait pas, en France, on ne sait pas encore combien ça va vraiment coûter. Ce n'est pas commercialisé, il y a peu de recul. Les principaux inconvénients sont représentés par les mycogénitales, notamment chez les femmes. Alors ça faisait beaucoup, ça suscitait beaucoup de craintes, mais en fait, il semble qu'avec un traitement local, ça passe extrêmement vite et qu'habituellement, ça ne récidive pas. Un certain nombre de cas d'hypovolémie, notamment chez les personnes âgées, si bien qu'il est préférable de ne pas utiliser chez les sujets très âgés. Une petite augmentation des AVC, quelques cas d'acidocétose chez les patients qui sont vraiment insulinopéniques, et puis dans la dernière étude, CANVAS, un certain nombre d'amputations périphériques qui ont fait arrêter l'étude CANVAS avec la canagliflozine en France. Alors, il y a un travail très intéressant qui a été fait par Ronan Roussel, qui a repris chez tous ses patients, suivant qu'ils prenaient des diurétiques ou non, et il a montré que finalement, il y avait plus d'amputations chez les patients qui prenaient des diurétiques. Très probablement, ces amputations observées dans l'étude CANVAS proviennent du fait qu'il y a une hémoconcentration, une thrombose des petites artères, et donc plus d'amputations avec ce médicament, qui pour cette raison, très probablement, ne sera pas commercialisé en France. Alors voilà comment ça marche. Vous voyez, le glucose est filtré au niveau du glomérule, est réabsorbé. Et chez les sujets diabétiques, il y a une réabsorption plus importante du fait de la présence très grande du glucose dans le tubule et une élimination du glucose par les urines. Quand on bloque les SGLT2, donc qui réabsorbent à la fois le glucose et le sodium, eh bien, il y a moins de glucose réabsorbé et il va y avoir donc plus de glucose et de sodium qui passent dans les urines. Et donc, de ce fait, puisque le glucose passe dans les urines, une diminution de la glycémie. Alors, deux grandes études ont été publiées avec les inhibiteurs des SGLT2, c'est EMPA-REG et CANVAS, sur un très grand nombre de patients, traités avec 2 doses de médicaments de glyphlosine, 10 ou 25 mg, ou 100 ou 300 mg de canagliflozine. Et ces études sont tout à fait cohérentes et montrent, vous voyez, sur le critère principal, le MAS 3 points, c'est-à-dire décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde ou AVC non fatal, une diminution de 14% des événements dans EMPA-REG et de 14%, exactement la même chose, avec CANVAS, avec la canagliflozine. Pour ce qui est de la mortalité cardiovasculaire, vous voyez aussi un résultat très positif, moins 38% avec l'empagliflozine, un peu moins, moins 13% avec la canagliflozine. Et les hospitalisations pour insuffisance cardiaque aussi ont été très diminuées. Ce sont vraiment des médicaments qui sont extrêmement intéressants, moins 35% et moins 33% d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les malades qui recevaient ce type de médicaments. Enfin, la dernière de cette série, c'est l'étude d'ICLAIR, pour lesquelles nous avons eu en septembre 2018 des top lines, des résultats préliminaires, qui montrent que dans une grande étude de ce type, 17 000 patients traités par dapagliflozine ou placebo, suivis 4 ans et demi, eh bien, il y a une réduction non significative du MAS 3 points, donc une efficacité qui semble un peu moins bonne qu'avec l'empagliflozine ou avec la canagliflozine, mais une supériorité sur le critère composite, mort cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc finalement, tous ces médicaments donnent des résultats intéressants et globalement cohérents sur la protection cardiovasculaire. Et puis nous attendons une autre étude qui s'appelle VERTIS, avec l'ertugliflozine, mais là nous ne l'aurons pas avant septembre 2019, qui est exactement sur le même modèle et qui utilise deux posologies de l'ertugliflozine, 5 et 15 mg versus placebo. Comment expliquer ces résultats aussi qu'on n'attendait pas en fait, aussi spectaculaires? Bien, il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui ont été menées. Le premier qui vient à l'esprit est celui de l'effet diurétique, parce que je vous l'ai dit, le glucose est éliminé en grande quantité, plus le sodium aussi, ce qui fait qu'il y a un effet positif sur la pression artérielle. Et d'ailleurs, vous voyez que en EMPA-REG, je vous ai rappelé ici la courbe, eh bien, la dissociation des courbes est extrêmement rapide. Donc il laisse suggérer que l'effet diurétique est extrêmement important.
L'amélioration de certains facteurs de risque comme la pression artérielle peut intervenir, un effet antiarythmique également, un effet néphroprotecteur, puisque je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais ces médicaments aussi protègent beaucoup la fonction rénale. Et puis, une hypothèse aussi assez hardie, disant qu'il y a un substrat énergétique plus efficient parce que du fait de la prise de ce type de médicaments, il y a une augmentation des corps cétoniques dans le sang qui sont des carburants plus efficaces pour le myocarde et donc une efficacité plus grande sur l'insuffisance cardiaque. Pour ce qui est des analogues du GLP-1, je sais que vous disposez du liraglutide maintenant au Maroc. Eh bien, il y a des avantages. Ce sont des médicaments efficaces, très efficaces, notamment sur la glycémie, qui entraînent une perte de poids très conséquente, sans hypoglycémie. Il n'est pas nécessaire de titrer et qu'il y a une protection cardiovasculaire, notamment dans Leader et dans Sustain 6. Les inconvénients, c'est la voie injectable. Alors maintenant, nous avons des formes hebdomadaires, donc c'est une seule injection par semaine. Le coût élevé, et ceci est vraiment très important, puisqu'il faut savoir que les analogues du GLP-1, ça coûte 2 fois plus cher que les inhibiteurs des DPP-4, qui valent 5 ou 6 fois plus cher que les sulfamides. Peu de recul, encore que là aussi, on commence à en avoir suffisamment. Des nausées fréquentes au début du traitement, et puis la présence de quelques sujets qui sont non répondeurs. Alors nous disposons de 4 études qui ont évalué tous ces analogues du GLP-1. Vous voyez Elixa avec le lixizénatide, Leader avec le liraglutide, Sustain 6 avec le sémaglutide et Excel avec l'exénatide hebdomadaire. Les 2 premiers sont des médicaments à injection quotidienne et vous voyez que Elixa n'a pas donné de résultat positif, le RR est à 1,02. En revanche, le liraglutide entraîne une diminution de 13% du critère principal qui était le MAS 3 points. C'est Sustain 6 qui donne vraiment des résultats extrêmement spectaculaires, avec une diminution très très nette du critère principal, avec un RR à 0,74%, donc proche finalement des glyphlosines. Sustain 6 sera commercialisé très probablement l'an prochain. C'est un analogue du GLP-1 hebdomadaire, et il faut savoir qu'il y a dans le pipeline une forme orale qui serait également bienvenue chez les patients évitant les injections. Et puis Excel, publié l'an dernier avec l'exénatide hebdomadaire, qui n'a pas donné de résultats très probants sur le MES. Vous voyez, le reste relatif à 0,91. Quand on regarde maintenant le MES dans les différentes études avec les analogues du GLP-1, ceci résume ce que je vous ai montré tout à l'heure. Elixa non significatif, Leader oui, de moins 13%, Sustain 6 moins 26%, Excel non significatif, et puis le petit dernier publié lors de l'EASD il y a de cela 15 jours avec l'albiglutide, qui ne sera pas commercialisé en France, moins 22% sur le MES de protection. Voici les résultats de l'étude Leader, vous voyez entre le placebo en haut et le liraglutide, le pourcentage de survenue des événements cardiovasculaires avec un odds ratio de 13%, donc des résultats extrêmement positifs qu'on n'avait jamais observés avec des antidiabétiques. Quand on compare maintenant les résultats de Leader avec le liraglutide et en pareil avec l'empagliflozine, vous voyez qu'au niveau de Leader, tous les points sont déviés vers la gauche. Donc il y a une certaine cohérence dans la protection cardiovasculaire. En revanche, dans Ampareg, eh bien, c'est un peu plus discordant, avec notamment une petite augmentation non significative des accidents vasculaires cérébraux. Alors l'étude Sustain 6, eh bien, vous voyez les résultats très positifs, placebo versus sémaglutide, avec une diminution de 26% des événements cardiovasculaires. Donc là également un médicament que nous attendons beaucoup, qui sera sûrement extrêmement intéressant. Alors l'étude dont je vous parlais, l'étude Harmonie, albiglutide, donc un analogue du GLP-1 hebdomadaire, qui ne semblait pas, a priori, extrêmement efficace, puisque dans les études précédentes, on n'avait pas de diminution très très importante de l'HbA1c, il y avait une perte de poids pas terrible, pas d'hypoglycémie, c'est sûr. Et puis finalement, on a eu la surprise de voir que ce médicament, au bout d'1 an et demi en moyenne, diminuait de 22% les événements cardiovasculaires. C'était une certaine surprise, avec un effet vraiment préférentiel sur les infarctus non mortels. Donc à suivre, mais tout de même, tout ça s'inscrit dans la même dynamique de l'efficacité de cette classe médicamenteuse.
Comment on explique cela? Comment les GLP-1, les analogues du GLP-1 entraînent une amélioration du risque cardiovasculaire? On ne sait pas très bien. Natriurèse probablement, diminution de la pression artérielle certainement, diminution du poids, diminution de l'inflammation, normoglycémie, action sur les lipides postprandiaux, diminution de la coagulation. Mais en fait, quand on a beaucoup d'explications comme ça, c'est qu'en général, on ne sait pas trop. Alors pour ce qui est de l'insuline, eh bien, tout le monde connaît les avantages de l'insuline. C'est efficace, il y a une protection cardiovasculaire dans l'UKPDS, mais via la diminution de l'HbA1c. C'est naturellement indispensable en cas d'insulinopénie. Et les inconvénients, bien, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La voie injectable, les hypoglycémies, la prise de poids, la nécessité d'éducation indispensable, et puis la mauvaise image. On a mis mon voisin à l'insuline et après on lui a coupé la jambe. On a tous entendu ça. Alors, peu d'études ont été menées avec l'insuline sur le risque cardiovasculaire. Je vous en cite deux. Origine, qui a testé l'intérêt de la glargine chez des patients qui avaient un diabète débutant ou un prédiabète au risque cardiovasculaire. Pendant 6 ans, eh bien, il n'y a pas eu d'effet particulier, mais il n'y a pas eu d'effet négatif, notamment sur le plan cancérologique ou sur le plan cardiovasculaire. Et puis l'étude DEVOTE, qui a testé l'insuline degludec, donc une insuline récente par rapport à la glargine, et il n'y a pas eu de différence non plus sur les complications cardiovasculaires. Alors en conclusion, ce qui est il faut retenir, c'est qu'il est nécessaire de normaliser la glycémie, mais il faut prendre en compte le niveau de risque des patients et probablement adapter les choix thérapeutiques vers les classes médicamenteuses qui protègent les patients à haut risque cardiovasculaire. Par conséquent, il vaut mieux réserver les sulfamides aux sujets qui sont à faible risque hypoglycémique ou à faible risque cardiovasculaire et utiliser les classes médicamenteuses qui ont fait la preuve de leur sécurité, comme les inhibiteurs de DPP4, mais aussi de la protection cardiovasculaire, comme les analogues du GLP-1 ou les glyphlosines. Et c'est dans ce sens qu'a été publié, présenté il y a 15 jours, lors de l'EASD, les recommandations de l'ADA et de l'EASD, où la prise en compte du risque cardiovasculaire est extrêmement importante dans les choix thérapeutiques. Voilà, je vous remercie beaucoup. Professeur Baudussot, de même que Madame Lise, nous vous invitons pour clore cette dernière séance. Alors, si vous avez des questions dans la salle, du moment que nous terminons dans les temps, on pourrait bénéficier de quelques questions de votre part. Donc, c'était une dernière séance très riche. Et c'est l'apanage, je crois, de la médecine générale acréno-diabéto, qui peut-être s'il assure un bon équilibre, et c'est vrai que plus l'hémoglobine glyquée augmente, plus le risque augmente de façon potentielle, et que je voudrais que vous disiez la part de responsabilité qu'a un médecin de famille, médecin acréno-diabétologie dans cette tâche lourde de la prévention cardiovasculaire, et c'est la raison pour laquelle il a été choisi risque cardiovasculaire chez le patient du type 2 en tant que médecin généraliste acréno-diabéto. Ce qu'il faut faire, d'autant plus pour les deux communications, améliorer la glycémie, opter pour les sulfamides pour les patients à moins risque et les nouvelles générations, sachant qu'il y a un risque d'exacerbation ou de dévoilement, d'insuffisance cardiaque jusque-là asymptomatique. Donc c'est une tâche qu'il faut faire, et l'insuffisance cardiaque asymptomatique existe en médecine générale. Au stade de sub-OAP, il vient un sujet âgé tout seul, et souvent on croyait que c'est des bronchites, et vous avez des prescriptions abusives d'antibiotiques, alors que la tâche... Donc, qu'est-ce que vous disiez de cette prise en charge globale, contextuelle? Alors moi, je pense que le médecin généraliste, en tout cas en France, c'est celui qui traite le plus de diabétiques. Il en voit beaucoup plus que nous, en tout cas pour les patients atteints de diabète de type 2.
Il est au cœur de la prise en charge. C'est la personne la plus importante de la prise en charge, le médecin généraliste. Et finalement, ce qu'il faut, c'est déjà être bien convaincu de l'importance de l'équilibre glycémique, mais aussi du contrôle des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Nous, on a beaucoup finalement, on a beaucoup de discussions parce que un certain pourcentage de nos médecins généralistes et de revues scientifiques de médecine très lues en médecine générale sont revenus et de façon très délétère, je pense, sur l'importance de l'équilibre glycémique, et ça a créé une confusion dans les esprits. C'est pour ça que l'Académie de médecine, elle a vraiment fait ce communiqué. Et je pense que le rôle du médecin généraliste, c'est d'abord de dépister le diabète. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de patients qui sont diabétiques qui ne le savent pas. Les traiter avec un objectif glycémique qui est évidemment adapté à l'âge, aux comorbidités. On n'aura pas le même objectif glycémique chez quelqu'un qui a 50 ans, chez lequel on découvre la maladie, que chez un patient de 80 ans qui a déjà fait un infarctus. Donc en fait, il faut quoi ? Du bon sens en médecine, et finalement aussi contrôler tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. On ne peut pas faire que la glycémie ou que le reste. Il faut faire l'ensemble des choses. Et ça, je pense que c'est vraiment le rôle du médecin traitant qui connaît le patient dans sa globalité et qui prend en charge le patient dans sa globalité. Donc il faut bien penser à dépister le diabète et finalement ne pas et lutter contre l'inertie thérapeutique. Parce que finalement, ça demande du temps et de l'énergie de convaincre les patients au vu de l'hémoglobine glyquée, vous avez 8,5, ça va plus vite finalement de refaire l'ordonnance et de dire faites attention à votre régime, on verra ça dans 3 mois. C'est plus facile de faire ça que de dire vous avez 8,5, ça va pas, il faut qu'on discute, il faut qu'on regarde si vous prenez bien vos médicaments, il faut qu'on intensifie le diabète. Lutter contre l'inertie thérapeutique, ça c'est important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, s'il vous plaît ? Merci. Merci pour ces présentations. Qu'est-ce que vous pensez de la variabilité glycémique et le risque cardiovasculaire ? On ne peut absolument rien dire là-dessus parce que M. Monnier n'est pas là. Et donc on ne peut pas aborder ce terme. Une petite question pour la... Non, mais je plaisante. C'est vrai que la variabilité glycémique, c'est certainement quelque chose qui est très important à prendre en compte. M. Monnier a beaucoup travaillé là-dessus. Mais je crois qu'il faut faire ça en 2 temps. Dans un premier temps, il faut essayer d'améliorer l'hémoglobine glyquée, améliorer les glycémies à jeun, et si on n'arrive pas bien, évaluer la variabilité glycémique. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a des outils avec lesquels on le voit un peu plus qu'avant. Enfin, nous, on a, par exemple, avec le freestyle libre, on a quand même cette notion de temps dans l'objectif, temps au-dessus de l'objectif, temps en dessous de l'objectif. Et ça démontre bien que l'hémoglobine glyquée, finalement, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle peut être bien, et les patients peuvent avoir une qualité de vie qui est très mauvaise, avec une grande variabilité glycémique. Donc ça, les outils modernes aussi nous permettent finalement d'approcher ça chez plus de patients qu'auparavant. Je voudrais poser une question à vous deux. Je vois beaucoup de malades diabétiques venant d'ici et là, et le plus souvent, ils restent en monothérapie. Je voudrais que vous nous disiez un petit mot sur cette inertie thérapeutique et le mal que ça fait aux malades. Madame Bordier en a déjà parlé. C'est vrai qu'il faut absolument arriver aux objectifs. Et si on n'est pas aux objectifs, il faut intensifier le traitement. Donc si les patients sont en monothérapie, eh bien, il faut passer en bithérapie. Chez les patients qui sont sous insuline, il faut intensifier l'insulinothérapie. Parce qu'on se rend compte qu'un bon nombre de malades restent à des traitements qui sont peu ou pas efficaces. Et c'est dommage de ne pas pouvoir se servir des outils dont nous disposons. Et je rebondis sur ce que dit M. Baudusson. En fait, pour l'insuline, il y a 40% des patients qui, malgré l'insulinothérapie, ne sont pas l'objectif. Pourquoi ? Parce que la glycémie du matin n'est pas regardée et l'insuline n'est pas titrée. C'est-à-dire que les patients n'osent pas augmenter la dose d'insuline. Alors voilà, donc il faut être très clair sur la titration. La titration, c'est la première chose à obtenir. Et puis, alors il y a la monothérapie, il y a l'escalade thérapeutique, et on a, en tout cas, c'était un souhait dans la dernière prise de position, dans la prise de position de la SFD. On s'est dit qu'il fallait qu'on s'inspire un peu des anglo-saxons et qu'on arrête d'empiler systématiquement les traitements.
et que quand il y a un traitement qui ne fonctionne plus, il faut se poser la question aussi, est-ce qu'on maintient ce traitement qui ne marche pas? Est-ce qu'on le change par autre chose? Voilà. Toujours avec ce que les anglo-saxons appellent les stopping rules, c'est-à-dire la règle d'arrêt. On ne va pas faire forcément un empilement. Peut-être qu'à un moment, on va changer. Il va falloir savoir arrêter aussi les traitements, parce que mettre des médicaments qui ne marchent pas, ça coûte cher à la société, ça coûte cher aux patients ici. Et puis surtout, on peut accumuler les effets secondaires qui sont délétères, quoi. Pour les inhibiteurs de SGLT2, est-ce que l'effet cardioprotecteur est dû à l'élimination de sodium ou à la baisse de la microalgue ou les deux? C'est ce que j'essayais de montrer tout à l'heure, là, c'est que très probablement l'effet diurétique est très important, mais il y a d'autres théories, et notamment celle du superfuel, puisque ces médicaments entraînent une cétonémie, et que le cœur fonctionne mieux avec des corps cétoniques qu'avec du glucose. Et donc on pense aussi que peut-être le fait qu'il y ait une augmentation du bêta-hydroxybutyrate dans le sang, eh bien, favorise le fonctionnement du myocarde et évite les insuffisances cardiaques. Et ce d'autant plus qu'il y a une petite hémoconcentration, une petite augmentation de l'hématocrite. Donc l'ensemble de ces facteurs fait qu'on a plus de combustible et un cœur qui est plus performant. Merci. Merci beaucoup. On a passé un après-midi vraiment très riche. Et merci à toute l'équipe d'éminents orateurs et à demain, Inch'Allah. Notre rendez-vous à 9h du matin, pile.